de leur retraite. Les Anglais avaient incendié les réservoirs de l'Orient, portant préjudice de cette façon à leurs anciens alliés. Ce n'est que grâce à l'intervention de nombreuses équipes de pompiers allemands qu'il fut possible d'éteindre ces foyers intenses et d'arracher 1 million de litres de combustible au sinistre. Dans les régions occupées, l'organisation allemande se charge de rassembler toutes les forces disponibles pour effacer le plus rapidement possible toutes les traces de la guerre. Une grande partie du réseau de chemin de fer français a pu être remise en service. Dans les postes d'aiguillage, les employés allemands et leurs camarades français assurent en commun la bonne marche des trains. L'occupant interdit cependant à tous les habitants de la zone qui va de la Somme au Jura de retourner chez eux. Les dames de la Croix-Rouge allemande aident partout. Les organisations allemandes de secours sont occupées partout dans les régions occupées à soulager la misère des fugitifs rentrant dans leur foyer. Distribution de nourriture à Montmartre. Vichy parvient à limiter le ralliement de l'Empire au gaullisme en repoussant les anglo-gaullistes devant Dakar les 23-25 septembre 1940. Après plusieurs tentatives infructueuses, Laval et Pétain sont enfin parvenus à être reçus par Hitler à Montoire-sur-le-Loir les 22 et 24 octobre 1940. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Monsieur Scapini, ambassadeur de France, vous parle. Près de 2 millions d'hommes. Ils constituent l'élite et le meilleur de la jeunesse française. Ils sont prisonniers. La France ne peut se relever qu'avec leur concours. L'Allemagne, de son côté, ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun, franco-allemand, se dégage d'une manière claire. Le principe en a été fixé à Montoire. L'intérêt commun des deux pays impose la collaboration pour la grande reconstruction. C'est par la confiance que la France fait unanimement au maréchal Pétain qu'il doit trouver sa traduction. Dans un élan unanime, la France suit le maréchal Pétain. Il est le symbole de ce pays comme il en est le chef. C'est dans cette idée qu'au cœur de la forêt de Troncet, les jeunesses françaises ont choisi un chêne, le plus beau, le plus fort, le plus haut, pour lui donner le nom de Pétain. C'est par la ville des Capitouls que le chef de l'État commence ses visites qui nourront encore plus l'un à l'autre le pays et son chef. Toute une journée passant de la préfecture à l'hôtel d'Acéza, berceau des jeux floraux et siège des démis toulousaines, dont il a accepté d'être le protecteur, le chef de l'État s'est entretenu avec les représentants de toutes les forces vives de la province. À sa sortie de Toulouse, le maréchal a voulu visiter l'école d'agriculture. Là se forment pour l'avenir de nouveaux paysans qui auront acquis avec la science l'orgueil de leur État. C'est de la France qu'il s'agit, de son sol, de ses fils, prononçait un jour Pétain. Après Toulouse, après Montauban, c'est Lyon qui a l'insigne honneur d'accueillir le maréchal Pétain. Lyon, qui se targue d'être la ville la plus laborieuse de France, apporte au chef de l'État son adhésion totale. Dans ses cris, dans sa ferveur, le pays, en offrant sa foi, répond au chef qui a dit « Je fais don de ma personne à la France pour atténuer son malheur ». Le premier devoir est aujourd'hui d'obéir, avez-vous commandé. À cet appel, nous vous répondrons simplement « présent ». Légionnaires, mes frères d'armes. La Légion française des combattants, regroupant tous les anciens combattants, est censée servir dans ce régime autoritaire de relais entre l'État et les populations. Le champ de bataille
Provence, Aix, la ville aux fontaines, la cité de la paix provençale s'éveille maintenant au son du clairon. Saint-Cyr et Saint-Mexan sont ici. Chaque jour, aux premières heures de la matinée, on voit sur le terrain de sport s'exercer les deux écoles. Et de la piscine à l'amphi, les heures, comme autrefois, ramènent les différentes phases de la journée de ces élèves officiers qui peuvent être à la fois des écoliers et des soldats. La convention d'armistice a autorisé le maintien d'une armée d'armistice limitée à 100 000 hommes. En rade de Toulon, émouvante prise d'armes à bord du Strasbourg. L'amiral Darlan vient aujourd'hui remettre des décorations à ceux qui, par leur héroïsme, ont su maintenir à Mers el-Kébir les grandes traditions de notre marine. Songeons aux 1300 morts de cette dramatique journée qui n'hésitèrent pas à faire le sacrifice de leur vie pour l'honneur du pavillon français. Français, je viens de prendre une décision que je juge conforme à l'intérêt du pays. Monsieur Pierre Laval ne fait plus partie du gouvernement. Monsieur Pierre-Étienne Flandin reçoit le portefeuille des affaires étrangères. Je demeure à la barre. La révolution nationale se poursuit. Partout et en toutes occasions, lavons au nouveau laveur, la meilleure poudre de savon. Lavons au nouveau laveur, lavons au nouveau laveur. Paris, 15 décembre 1940. Après le retour des cendres de Napoléon Ier, le chancelier Hitler remet à la France le corps du duc de Reichstadt. Il est minuit. À la gare de l'Est, le sarcophage de bronze quitte le wagon qu'il avait amené de Vienne et va être porté sur la prolonge d'artillerie qui le conduira vers les Invalides. Minute d'histoire. À l'heure même où il y a un siècle le corps du grand empereur arrivait à Paris venant de Sainte-Hélène, les soldats allemands déposent le lourd cercueil du duc de Reichstadt devant la grille des Invalides. En ce jour, il n'est pas un Français qui ne ressente avec une intense émotion l'hommage fait spontanément par l'Allemagne à notre pays. Ceux qui cherchent du travail en trouveront en Allemagne, peut-on lire sur les murs des villes françaises. Des ouvriers spécialisés, actuellement en chômage, se font inscrire auprès des services officiels afin d'aller gagner leur vie et celle de leur famille outre-Rhin. Actuellement, environ 50 000 ouvriers français travaillent momentanément en Allemagne et touchent ainsi un salaire élevé pour leur catégorie. Ceci permet non seulement d'alléger sensiblement les crédits de secours accordés par l'État français, mais aussi de donner aux ouvriers l'occasion d'apprécier la valeur des institutions nationales-socialistes allemandes. Le train roule vers l'Allemagne. Dans la première gare allemande, distribution de nourriture. Pourvu de tous les perfectionnements sanitaires, voici l'usine. Quand ces ouvriers reviendront en France, ils garderont de leur voyage en Allemagne le souvenir tant du standard de vie que des bonnes conditions de travail et enfin de l'accueil amical et de vraie camaraderie que leur réservèrent les ouvriers allemands. C'est aussi pour faire face à l'angoisse de l'heure que les représentants les plus autorisés du monde du travail se sont réunis à Paris sous le double signe de la Révolution nationale et de la collaboration européenne. L'allocution de Ménard. C'est au moment où je m'adresse à des hommes qui ont espéré dans la paix parce que l'objectif du syndicalisme, c'était d'aboutir à la paix entre les peuples, et bien que la France, dans les circonstances où nous sommes, n'abandonne pas sa mission, n'abandonne pas sa tradition, qu'elle s'intègre dans l'Europe pour faire la révolution et la paix entre les peuples. Rey lui succède à la tribune. Les Français, c'est à leur honneur, continueront à penser français. Ils demeureront pétris de ce qui est leur sol. Exposé de Dumoulin. Il ne s'agit pas pour nous
d'exprimer simplement de la rancœur. Il s'agit de lancer un cri d'alarme si l'heure n'est pas encore passée pour essayer de sauvegarder au moins la dignité française. Flandin est remplacé par l'amiral Darlan, nouveau dauphin et persona grata pour le Reich. Amiral de la flotte, l'amiral Darlan commande en chef la marine française. Ministre, il vient d'être désigné par le maréchal Pétain comme vice-président du Conseil. Aux côtés du maréchal, l'amiral Darlan collabore depuis 8 mois au redressement français. C'est lui qui continue à Paris, au nom du chef de l'État, les conversations qui donneront à la politique de Montoire une activité nouvelle. Sous son impulsion et sous les directives du maréchal, la France réalisera son relèvement dans le cadre de l'organisation européenne. Entraide aussi à Paris, où M. Magny, préfet de la Seine, inaugure le premier restaurant du maréchal organisé par le Secours national. Dans ce restaurant réservé aux bourses moyennes, ceux que la dureté des temps a jetés dans une situation pénible trouveront ici, pour quelques francs, un repas sain et copieux. C'est également au profit du Secours national, pour lutter contre la misère, que sont vendus actuellement les portraits du maréchal. Ici,